Bonjour François Asselineau. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous vos auditeurs, et puis permettez-moi de vous remercier quand même du fond du cœur d'avoir comment dirais-je, j'allais dire la gentillesse, mais en fait je devrais dire plutôt l'honnêteté et le scrupule professionnel de bien vouloir inviter un candidat déclaré à la présidence de la République qui n'a accès à aucun grand média de notre pays. En tout cas, merci d'être avec nous. Je disais que c'était curieux ce qu'il y avait autour de votre candidature. Alors, faisons court. Pensez-vous aujourd'hui être victime d'un boycott organisé ? La réponse est oui. Oui, je pense qu'en effet, je fais l'objet d'un boycott organisé. Bien entendu, on peut toujours arguer du fait que nous sommes un petit mouvement, que nous ne savons pas très bien encore nous y prendre, que nous avons une structure de communication qui présente des défauts, mais quand même, nous avons sollicité depuis des mois et des mois les grands médias de notre pays pour que je puisse être interrogé et interviewé. Nous avons envoyé des invitations à tous les grands médias pour qu'ils viennent à la présentation de mon programme présidentiel le 3 décembre à Nogent-sur-Marne. Il n'y en a aucun qui est venu, aucun qui a fait une couverture. Depuis lors, nous avons adressé 58 lettres recommandées avec accusé de réception pour signifier que j'étais candidat déclaré à l'élection présidentielle et que j'avais quand même droit à être quand même entendu au moins une fois. Nous n'avons eu aucune réponse, sauf un journal du sud-ouest de la France qui m'a écrit pour expliquer que tant que je n'avais pas les 500 parrainages, eh bien il n'y avait pas de raison de m'inviter. Ils attendaient que j'aie les 500 parrainages, et c'est également ce que nous ont dit des journalistes de grands médias, Monsieur Bourdin par exemple de RMC pour ne pas le nommer, et d'autres. Le plus étonnant, c'est qu'au même moment, ces journalistes ouvrent très grand leurs antennes ou leurs colonnes à quelqu'un comme Madame Le Pen qui se plaint justement de ne pas avoir les 500 parrainages. Donc Madame Le Pen n'a pas les 500 parrainages, c'est une raison pour eux de l'inviter, et moi, comme je ne les ai pas encore, eh bien c'est une raison pour eux de ne pas m'inviter. Voilà. Donc tout ceci, il y a une limite à la mauvaise foi. Ce qui signifie donc, ce qui justifie ce boycott, c'est peut-être vos positions sur la politique néolibéraliste? Oui, c'est pas seulement la politique néolibérale, Jean-Jacques, c'est simplement que j'ai la conviction intime que ce que je dis est absolument interdit dans notre démocratie. Qu'est-ce que je dis? Je dis aux Français que nous avons le droit, et je pèse mes mots, nous avons le droit de sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, mais de sortir de l'Union européenne et de l'euro parce qu'il y a un article dans les traités européens qui s'appelle l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui fixe les modalités pour un État de sortir de l'Union. Et donc, si vous remarquez bien sur toute la scène politique française, il y a bien entendu d'autres candidats qui sont critiques sur l'Europe. Mais jamais ils ne franchissent ce que j'appelle ce mur de verre de la société française, de la société politique, c'est qu'ils ne proposent jamais d'en sortir. Alors Madame Le Pen critique l'Europe, bien entendu, elle critique l'euro, mais elle ne propose jamais ni de sortir de l'Union européenne, ni même de sortir de l'euro. Quoi qu'en disent les médias et quoi qu'un certain nombre de Français le pensent, ils n'ont qu'à aller se renseigner et à regarder à la fois le site du Front National et également les analyses que nous avons faites de Madame Le Pen. C'est pareil pour Monsieur Dupont-Aignan qui refuse absolument de sortir de l'Union européenne, ou Monsieur Mélenchon qui a d'ailleurs traité de pétainistes, enfin de maréchalistes pour être très précis, les partisans de la sortie de l'euro. Donc je suis le seul, j'insiste sur cet aspect des choses, je suis le seul candidat à proposer de sortir de l'Union européenne. Et alors ce pourquoi je suis également, à mon avis, boycotté, c'est parce que non seulement je propose cela, mais surtout je propose pourquoi, j'explique pourquoi il faut le faire. Parce qu'il se trouve que je ne suis pas un plaisantin. Comme vous le savez, j'ai été dans les allées du pouvoir, dans des cabinets ministériels, j'ai été délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances, ce qui n'est pas a priori quand même la preuve d'une crétinerie marquée. Eh bien, je connais les dossiers. Et j'explique à mes compatriotes, par exemple, que l'on ne pourra jamais lutter contre les délocalisations si l'on ne revient pas sur l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction
aux échanges de capitaux entre les États membres de l'Union européenne et les États tiers. L'article 32, lui, fixe pose le principe qu'il faut favoriser les échanges, donc les importations avec les États tiers. C'est-à-dire qu'en vertu de ces articles 32 et 63, on organise les délocalisations. Alors, tous les autres candidats, même M. Bayrou, par exemple, propose de favoriser le Made in France. Il devrait quand même savoir que c'est interdit par les traités européens. M. Sarkozy découvre soudain qu'il faut lutter contre les délocalisations. M. Hollande dit pareil. Mais aucun de ces candidats, et encore une fois, pas non plus Mme Le Pen, pas non plus M. Mélenchon, aucun de ces candidats ne s'attaque à la racine du problème qui sont les traités européens dont il faut sortir. Voilà. On est dans un périmètre idéologique au cours de cette présidentielle qui est minuscule, où se multiplient les informations prémâchées, les intervenants permanents, les notoriétés inclus, les affrontements factices et les renvois d'ascenseurs. Cela explique peut-être l'attitude à votre égard. C'est très bien dit Jean-Jacques, je ne dirais pas mieux. On est en fait dans un système où d'abord tout est conçu pour que on fasse voter les Français comme des moutons. On ne leur dit pas le dessous des cartes. Alors les gens ricanent sur Merkozy par exemple. Merkozy, c'est-à-dire que Angela Merkel et Sarkozy imposent une position, mais d'abord il n'y a pas que Angela Merkel et Sarkozy, il y a l'ensemble des autres pays qui sont derrière. Mais moi je dis à ceux, vous n'avez pas aimé Merkozy, je dis aux électeurs, eh bien vous allez adorer Mercolande, ou bien Mercorou, ou bien Mercanchon, ou bien Mercopen, parce que tous ces gens ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc s'ils n'ont pas de Merkozy, ils auront Mercolande ou Mercanchon. C'est comme ça que les choses se passent. Donc je donne rendez-vous à mes compatriotes d'ici 6 mois ou 1 an, si, comme c'est assez probable, puisque tout est fait pour, c'est François Hollande qui est élu, tout est fait pour. Il suffit de regarder les temps d'antenne calculés par le CSA, c'est inouï. Monsieur Hollande est passé entre le 1er et le 27 janvier, Monsieur Hollande est passé 62 heures en cumulé sur les télévisions françaises. Monsieur Sarkozy est passé 58 heures. Ce qui prouve au passage, je crois que c'est sans précédent, qu'un président de la République en exercice se représentant ait moins de passages médias que son candidat, ce qui fait que je pense que M. Sarkozy a choisi délibérément de se faire battre par M. Hollande à la demande de l'oligarchie financière qui pilote le tout. Mais ensuite vous passez à M. Bayrou qui a eu 15 heures. Vous vous rendez compte, M. Hollande a eu plus de 4 fois plus de couverture que M. Bayrou. Mme Le Pen a eu 12 heures. Et puis après ça, vous tombez à M. Mélenchon 9 heures, Mme Joly 4 heures, vous avez les petits candidats. Vous tenez là une comptabilité très précise. Mais c'est le CSA. Mais après, vous avez les petits candidats qui ont eu droit à 2 heures, Corinne Lepage, Dupont-Aignan, etc. Vous avez M. Poutou du NPA qui a eu droit à 32 minutes entre le 1er et le 27 janvier. Et vous avez François Asselineau. Et Jean-Jacques, François Asselineau a eu droit exactement à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. À la télévision française. Voilà. Alors que normalement, je suis allé voir le CSA, j'ai été reçu par Madame Christine Kelly, qui est présidente de la commission pluralisme politique au CSA. J'ai reçu également un courrier de Michel Boyan, du président du CSA, qui ont confirmé que les règles qu'ils ont édictées, qui sont des règles d'équité, pas d'égalité, mais d'équité de traitement, ça veut dire quand même donner une place aux partis politiques comme le mien, qui est en pleine ascension. D'ailleurs, au passage, l'UPR se porte extrêmement bien. Eh bien, j'ai eu donc la confirmation du CSA que le traitement que je subissais n'était pas conforme aux instructions qui avaient été données. François Asselineau, est-ce qu'il y a derrière tout cela un soupçon de stratégie politique ? De la part des gens qui pilotent le système, bien sûr. Mais parce que je suis le candidat qui ne doit pas être, dont le nom ne doit pas être prononcé, pour une raison simple, c'est que je crois que je suis le seul vrai opposant au système, puisque je m'attaque justement à notre appartenance, à l'appartenance de la France dans cette prison des peuples qu'est l'Union européenne. Et le pire, si j'ose dire, c'est que je connais mes dossiers. Il y a quelques petites radios qui ont proposé d'organiser un débat entre moi-même et Madame Le Pen. Madame Le Pen a refusé. Entre moi-même et Monsieur Mélenchon a refusé. Entre moi-même et Monsieur Dupont-Aignan Dupont-Aignan a refusé. Donc, ces autres candidats refusent parce que tout simplement, ils n'osent pas se confronter à moi et à mes analyses et à la précision juridique de mes analyses où je montre que leurs propositions ne valent pas un clou, ils ne pourront pas être tenues puisqu'elles ne sont pas conformes
aux traités européens que par ailleurs il refuse de dénoncer juridiquement. Alors, on parle beaucoup de la zone euro et ces jours-ci, quand on lit la presse, et je ne sais pas si c'est fait exprès, on nous dit la situation de la zone euro va beaucoup mieux. Vous, qu'est-ce que vous dites quand vous lisez ça? Écoutez, tout est fait par notamment les États-Unis. On oublie toujours de le préciser, je l'explique dans mes conférences, preuves historiques à l'appui, que la création de la monnaie commune européenne a été voulue par les États-Unis d'Amérique depuis au moins 1965. On le sait de sources sûres, depuis les documents confidentiels défense du département d'État qui ont été déclassifiés à l'été 2000 et qui citent une note du mois de 1965 du département d'État qui recommande à Robert Marjolin, qui était à l'époque vice-président de la CE, de créer une monnaie européenne. Donc, les États-Unis mettent la pression maximale sur les Européens pour qu'ils ne fassent pas éclater l'euro. Voilà, c'est la raison pour laquelle, vous savez que Timothy Geithner, le secrétaire aux finances américain, a participé aux réunions des ministres des Finances, on l'a vu, de la zone euro, on l'a vu récemment en Pologne, ce qui est quand même inimaginable. Tout le monde trouve ça d'ailleurs très bien. C'est la raison pour laquelle le mécanisme européen de solidarité, là, qui a été voté ces jours-ci, qui est un scandale de A à Z, eh bien, ces décisions sont subordonnées d'abord aux décisions du FMI. Or, le FMI est à Washington et vous savez que ce sont les États-Unis qui ont la part la plus importante au capital du Fonds monétaire international. Donc, désormais, la zone euro est sous tutelle américaine. Alors, bien entendu, il y a des rémissions dans la maladie. Vous avez vu que la Banque Centrale Européenne a sorti d'un chapeau 500 milliards d'euros. Oui. Pourquoi pas 2500 milliards d'euros? Pourquoi pas 3500 milliards d'euros? N'importe quoi. Mais tout ceci ne règle en rien les problèmes de fond, qui est que l'euro est une monnaie plurinationale. Elle n'est pas viable pour toute une série de raisons techniques que malheureusement je n'ai pas le temps d'expliquer ici à vos auditeurs, mais que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer maintes fois dans des conférences, notamment un problème de divergence de la compétitivité entre les pays de la zone euro. Donc l'euro explosera tôt ou tard. Simplement, le problème c'est que pour des raisons géopolitiques, les Européens sont placés sous l'obligation de faire vivre l'euro. Je voudrais à ces propos citer le prix Nobel d'économie américain d'ailleurs, Joseph Stiglitz, c'est pas moi qui le dis, un prix Nobel américain, prix Nobel d'économie, qui a dit le 31 janvier dernier, les pays qui sortiront les premiers de la zone euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux. Donc en fait le feu couve sous la cendre, mais je vous donne rendez-vous dans 3 mois ou dans 6 mois ou peut-être même dans 15 jours pour la suite des événements. Les gens disent cette candidature est farfelue. Laquelle? Moi, je l'ai lu, la vôtre. Ma candidature est farfelue? Ah bon, et pourquoi elle est farfelue? Je sais pas, il faut... Ben non, moi je ne sais pas, je vois pas ce que ça veut dire. Ça ça fait partie de ces attaques que l'on voit fleurir. Je serais farfelu, ou alors on dit aussi que je serais un gourou, que ce serait un mouvement sectaire, mais on n'a rien de sectaire, c'est pas du tout une secte. Une secte, c'est un organisme qui enlève l'esprit critique des gens qui le rejoignent, et qui leur file un dogme. Or moi, c'est justement tout le contraire, puisque notre mouvement politique est fondé non pas sur retirer aux gens l'esprit critique, c'est au contraire pour donner à tous mes compatriotes le maximum d'informations pour qu'ils exercent leur esprit critique, justement sur les programmes qui leur sont présentés. Question centrale, vos militants et vous-même sont en campagne pour les signatures. Est-ce que vous les avez, ces fameuses 500 signatures? Alors d'abord, non, je ne les ai pas, puisque c'est seulement depuis mardi, je crois que maintenant, les détenteurs de signatures du pouvoir de signature commencent à voir arriver les documents officiels. Donc pour l'instant, tous les candidats sont sur le même plan, c'est-à-dire qu'on a pu récolter des parrainages, des promesses de parrainage. Alors nous en avons récupéré. Vous savez qu'il en faut 500 émanant de au moins 30 départements, avec aucun département représentant plus de 50 parrainages. Donc j'en ai, je vous rassure en partie, mais j'en ai suffisamment pour que l'on continue à en chercher, mais j'en ai suffisamment peu pour que nous soyons très inquiets sur la suite des événements, d'autant plus que c'était relativement plus facile au mois de novembre, décembre et janvier d'en trouver, alors que maintenant, comme nous sommes à 15 jours de la remise des parrainages, eh bien nous avons un certain nombre la plupart des maires que nous contactons disent mais enfin monsieur Asselineau c'est une supercherie, il n'existe pas. Je regarde TF1, je regarde France 2, France 3, France Inter, j'écoute RTL, RMC, Europe 1, je lis Le Monde, Le Figaro, je ne vois jamais question de lui.
Donc évidemment, les maires des petits villages de France se disent mais ce monsieur n'existe pas. On a d'ailleurs eu déjà des gens qui nous avaient accordé des promesses de parrainage et qui nous ont dit écoutez non, comme c'est un candidat qui n'existe pas, je vous retire ma promesse. Donc non seulement en ce moment nous n'avançons plus beaucoup, mais nous en perdons. Et ça c'est uniquement, j'insiste là-dessus, uniquement à cause de ce verrouillage médiatique absolu dont je souffre et qui, écoutez, ça se passerait en Syrie, en Russie ou en Chine, tous les médias français hurleraient au scandale sur l'élection présidentielle. Moi je vais demander qu'il y ait des observateurs russes, vénézuéliens ou chinois qui viennent voir comment se passe la campagne présidentielle en France. C'est une honte. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. Je vais conclure juste avec cette citation de Pascal Moreau, qui est secrétaire général de SOS Reporters, et qui dit ceci: quand la liberté d'expression n'existe plus, c'est la liberté de penser que l'on jette en prison. Merci Jean-Jacques. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez tous les invités de Jean-Jacques Seymour avec les podcasts sur le site de Tropic FM.